Si tu te sens dépassé par ton quotidien, tout ce qui est tâches ménagères, repas, courses et autres, eh bien ce podcast est fait pour toi. Je reçois Anna-Alice de Nana Organise pour qu'on puisse discuter de la gestion du domicile et elle va te partager ses conseils, des conseils pratico-pratiques que tu pourras mettre en application dès aujourd'hui pour être mieux organisé, te sentir moins envahi par tes tâches et pourtant ça ne va pas te rajouter plus d'action que ça. C'est vraiment des conseils sans pression et accessibles absolument à tous. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et j'accompagne les personnes à sortir du burn-out ou alors à éviter la phase de l'effondrement à travers un programme pluridisciplinaire et surtout créatif. J'utilise notamment la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement et à recharger tes batteries pour être plus épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera échec, dévalorisation, dépression, mais aussi espoir, résilience, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux retrouver ton peps, si tu veux retrouver ton envie de faire les choses et puis retrouver un esprit léger, un quotidien agréable à vivre, sain, qui te correspond et qui te semble équilibré, eh bien réserve ton appel diagnostic. On prendra le temps de faire connaissance, je te poserai mes questions pour faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions. Sinon, je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Je m'appelle Anna-Alice. J'ai créé mon entreprise Nana Organise qui aide particulièrement les mamans à s'organiser à la maison. Et mon but, en fait, c'est pas seulement d'avoir des belles boîtes et de bien ranger, c'est plutôt de faire en sorte, parce que c'est mon expérience, c'est ce qui m'a amené à faire ça, c'est d'être organisé chez soi pour se sentir bien en soi, en fait, pour mettre de l'ordre un petit peu dans sa maison, c'est mettre de l'ordre dans sa tête. Ouais. Et en fait, moi, je fonctionne sur 3 piliers, en fait. J'ai l'organisation de la maison, qui est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'organisation que j'appelle, moi, personnelle, c'est-à-dire tout ce qui est gestion du temps, les plannings, trouver du temps pour toi aussi. Ouais. Ça, c'est un des buts ultimes, on va dire. Et puis, le troisième pilier qui est là, c'est, moi, je l'appelais un peu l'organisation mentale. En fait, j'essaie de faire dans tous ces 3 piliers un désencombrement matériel et mental. C'était quoi ton déclencheur, tu sais? Comment est-ce que bim, t'en es arrivé à ça? Pourquoi t'as choisi comme ça l'organisation? Alors, bon. Commençons par le début. Comment te dire? Non, en fait, j'ai 2 déclencheurs. Le premier, c'est à partir du moment où j'ai eu ma fille, où vraiment je me suis dit, bon, là, il faut, j'ai pas le choix, quoi. Il faut que j'apprenne vraiment à m'organiser parce que jusque-là, en étant juste en couple, on arrivait à se débrouiller, on vivait un peu au jour le jour. À partir du moment où il y a un enfant, c'est clair qu'il dépend complètement de nous et qu'on le veuille ou non, on est responsable de ce petit être. Donc là, ça a été le premier déclencheur où je me suis dit, ok, là, il faut que tu améliores la façon dont tu t'organises parce que ça ne fonctionne pas. Le deuxième déclencheur a été bien plus tard, en fait, en 2018, si je ne me trompe pas, quand j'ai lu le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, mais pas tellement par ce qu'elle disait, on va dire, au niveau des systèmes de rangement ou autres, parce que d'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais simplement sur le fait que je me suis dit, mais en fait, je peux en faire un métier. Je peux aider les gens. Je le faisais déjà pour moi. Je donnais déjà des conseils autour de moi un petit peu comme ça, de ce que j'avais trouvé, comment on trouve une bonne recette et on la partage. Je faisais la même chose avec l'organisation. Et du coup, je me suis aussi rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait et c'était quelque chose que j'avais quand même de la facilité à faire. Et du coup, quand tu parlais de ton enfant,
c'est voilà, dès qu'il est arrivé, tu as mis en place, ou c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé dépassé par la gestion du gamin. Tu sais, une matrescence, c'est difficile, surtout pour une première. Et c'est parce que tu as été dépassé que, bim, tu t'es mis à l'organisation. C'est plutôt de l'anticipation, je veux dire. Non, alors c'est parce que je me suis complètement sentie dépassée. En fait, je pense qu'il y a eu bien plus que juste le fait de ne pas dormir, de ne pas... voilà, ma fille n'a pas fait ses nuits jusqu'à ses plus ou moins 1 année et demie, en tout cas, où elle se réveillait tous les soirs. Mais je pense qu'il y avait aussi des antécédents qui ont fait que ça s'est accumulé. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des événements très, très lourds dans le passé où j'ai perdu 2 personnes chères en l'espace de 5 ans. Et j'avais un petit peu enterré tout ça. J'avais un petit peu mis ça sous le tapis, comme on dit. J'avais pas tellement travaillé ça et je pensais que c'était derrière. Et quand ma fille est venue, eh bien, le tapis, comment te dire, il était plus là, en fait. Il est parti, voilà. Et le caca qui était dessous, il était toujours là. Il puait toujours autant. Il avait beau être sec et tout, mais ça puait toujours autant. J'aime bien les images qu'on prend. C'est très parlant pour un podcast. mais c'est vrai que, voilà, on en rigole. Là, à ce moment-là, ça a été la descente aux enfers pour moi. Clairement, je suis tombée en dépression postpartum. Je ne savais pas que j'étais en dépression parce que je ne me suis pas rendu compte que je suis tombée en dépression. Je pensais juste que c'était un manque de sommeil, tout simplement, et que du coup, j'avais pas de patience, et que du coup, j'étais une mauvaise maman, et que du coup, plein de choses... en fait, je remettais tout ça sur moi, sur ma capacité à gérer tout ça. Je n'arrivais pas à demander de l'aide, je ne voulais pas de l'aide. Et du coup, c'était quoi les signes, tu sais, d'alerte? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme tu dis, je m'en rendais pas compte et c'est tout le problème d'un épuisement, c'est que tu as la tête dans le guidon, tu fonces, tu vois rien, tu as l'impression que plus tu fournis, si tu fournis plus, tu vas y arriver. Tu vois, tu as l'impression que c'est ta faute en fait, tu n'y arrives pas. Donc si tu fais mieux, si tu fais plus, si tu te lèves plus tôt, si tu dors plus tard, beaucoup de burnies, elles sont là-dedans et c'est pour ça que le cercle est vicieux et qu'elles n'en sortent pas. Du coup, qu'est-ce qui t'en a sorti? Qu'est-ce qui a alerté le truc? Alors, je pense que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un mal-être profond. Voilà, au fur et à mesure que le temps passait, je me disais mais c'est pas possible. Est-ce que c'est ça d'être maman? Je m'étais pas du tout imaginé ça. Et en fait, encore une fois, c'est avec le temps que je l'ai réalisé, mais j'étais profondément vraiment triste et mal. C'est aussi parce qu'en fait, il y a eu un clash familial. J'ai mis des mots sur ce que j'étais en train de vivre. J'ai dit, je suis en dépression. Et c'est la première fois que je l'ai dit. Et pour moi, ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas combien de temps j'aurais pu continuer de cette manière s'il n'y avait pas eu cette explosion finalement. Parce que à partir du moment où il y a eu ça, que j'ai pu mettre des mots, eh bien, c'est là que tout le travail a commencé. Que je me suis dit, ok, là, il faut que je fasse quelque chose, ça ne va plus. Je risque de perdre tout le monde, je me perds moi. Donc, j'ai décidé vraiment de prendre les choses en main et de faire appel à une psychothérapeute. Et ça se passait comment avec ta fille? C'est pendant cette période, tu retiens quoi? Alors, pendant la période où je ne réalisais pas... n'allais pas, ouais. Alors, c'était super dur. Vraiment, c'était super dur parce qu'en fait, même au jour d'aujourd'hui, j'arrive encore à m'en vouloir de ne pas avoir réussi à profiter de ma fille comme j'aurais voulu, parce que j'ai l'impression que cette dépression m'a volé des souvenirs et ça m'embête parce que du coup, c'est vrai que j'aurais voulu pas être la maman modèle, c'était pas ça, mais c'était juste au moins de me rendre compte juste de la situation, de pouvoir profiter, de pouvoir, parce que ça passe tellement vite. Et au même temps, je n'en étais pas capable. Et même si aujourd'hui, des fois, j'ai un peu des regrets parce que j'ai pas pu profiter de cette période-là, je me dis que c'est pas de ma faute.
voilà, j'aurais bien voulu, mais pas possible de toute c'était façon. pas possible. C'était juste pas possible et il faut pas s'en vouloir. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire parce qu'encore aujourd'hui, je travaille un peu là-dessus, mais c'est plus de réaliser que aujourd'hui, elle a 7 ans et que toute cette période, même de la grossesse en fait, parce que moi, je m'étais pas rendu compte, mais même déjà pendant la grossesse, j'ai pas profité comme peut-être j'aurais voulu si j'avais pu faire un travail avant d'être enceinte, etc. Donc oui, c'était un peu compliqué. J'ai eu un peu de mal avec le lien mère-fille. J'aimais ma fille, mais ça a pris du temps en fait. Ça a pris du temps parce que déjà j'étais pas bien moi-même. Et c'est aussi ce que j'enseigne maintenant, c'est que on doit être notre priorité. Et moi, j'avais jamais appris à être ma priorité. J'ai toujours pensé qu'il fallait faire passer son enfant avant, ses parents avant, ses frères et sœurs, enfin tout le monde sauf moi finalement. En tout cas, toutes les personnes très proches. Et ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que si moi, je ne suis pas bien, je peux pas m'occuper des autres. Et là, en l'occurrence, de ma fille. Il y avait un truc, tu sais, on nous dit, oui, le jour où j'accouche, je sais pas moi, attends, je vais essayer de retrouver les phrases correctes, mais je sais pas, ma vie, elle a changé ou ma vie, elle a pris un sens ou je sais pas quoi, comme si c'était instantané, comme si l'amour pour son gamin, il allait se mettre là au moment où on coupe le cordon ombilical, là, oh, j'ai de l'amour pour mon gamin. Et en réalité, c'est pas du tout ça. On devient mère, on crée le lien, mais c'est avec du temps. Moi, je me rappelle, mais genre, je crois pendant tout un mois et demi, je leur disais, je sais que j'ai un bébé, je sais que je dois m'en occuper, mais en fait, c'est tout. Limite, je réalisais même pas que j'étais mère. Il a fallu du temps pour recréer ce fameux lien dont tu parles. Et c'est vrai que la société, elle nous donne ces images de la maternité. Du coup, si toi, tu vis pas cet amour tout de suite, tu peux déjà commencer à culpabiliser. Tu peux déjà te sentir bizarre. Merde, pourquoi j'aime pas mon enfant? Mais en fait, non, on devient. Et c'est au fil du temps et c'est au fil des jours. C'est une fois que le gamin a pris sa place, que tout le monde dans le foyer a pris sa place et tout ça prend du temps. C'est un être humain que tu dois apprendre à connaître, qui lui-même va avoir sa propre personnalité. Donc je pense qu'il faut être vraiment clément et se donner ce temps d'apprendre à connaître son enfant et c'est OK. Ah, tout à fait. Et pendant tout le premier trimestre, le 4e trimestre, se reposer. C'est très difficile parce que tu es en hypervigilance, c'est normal, il y a un nouveau-né, mais c'est une des raisons de la dépression, par exemple, postpartum, c'est qu'après l'accouchement, elle se lance tout de suite dans plein de trucs, plein d'objectifs, plein de nanana, plein de tâches, pourquoi pas reprendre le boulot et croire qu'elles vont pouvoir avoir le même rythme qu'avant. Non. 3 mois après, prenez le temps pour vous et il faut se reposer parce que la descente là, des hormones, elle laisse aussi c'est pas des séquelles, c'est pas des conséquences, mais en tout cas, ça a un impact sur la santé mentale et sur la santé physique. Donc, prendre soin de soi après un accouchement, c'est très, très, très important. Moi, maintenant, je conseille que pendant, en tout cas, les 9 premiers mois de la vie de notre petit, mais de même pas y penser, en fait. Ouais, non. Soit tu délègues, soit tu fais ce que tu peux quand tu peux. Voilà. Parce que des fois, j'ai des mamans qui viennent tout de suite, comme tu dis, venir me demander alors, quels sont les conseils pour que je puisse m'organiser mieux et tout. Et je leur dis, non, mais il a quel âge ton enfant? Ok, il n'a pas 9 mois, donc laisse tomber. Voilà, c'est autant simple que ça parce qu'on a déjà tellement de choses à penser, même pour nous, pour son enfant, que ça ne sert à rien de se mettre encore une pression supplémentaire. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour une nana qui est du coup épuisée? Et genre, l'épuisement, il est là déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, et qui est dépassé par ces tâches du quotidien. Vraiment, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour aller vers une organisation qui est adaptée à sa situation, à ses ressources, tu vois, à son niveau d'énergie, sans se mettre encore plus de pression? C'est ça. Je sais que c'est... Vous avez 4 heures. Alors, on va commencer. Prenez note. Moi, j'ai mon stylo. Déjà, effectivement, prenez note parce que le plus grand conseil que je pourrais donner, alors après, comme tu disais, c'est pas forcément lié, voilà, si tu as un bébé, voilà,
mon conseil des 9 mois s'applique. Hein. Voilà, ça c'est. Ah non, ça c'est clair et net. Mais à c'est pas une priorité. L'organisation n'est pas une priorité. C'est moi, ça. je dirais même pendant toute la première année. Toi, ça va, t'es gentil, tu t'arrêtes à 9 mois. Voilà. Mais je dirais pour la une année, première année, c'est pas une priorité. Le repas, le repassage, le ménage, c'est pas du tout une priorité. C'est pas une priorité et c'est même, je dirais, à trouver des gens pendant qu'on est enceinte, de trouver des gens à qui on pourra déléguer ces tâches pendant cette période-là, si possible. Après, si c'est pas possible tous les jours, c'est OK, mais au moins qu'on puisse avoir des piliers qui nous accompagnent la première année, ça c'est hyper important. Ensuite, à partir de là, c'est clair qu'on peut pas non plus vivre dans le monde des bisounours et se dire je ne fais rien, j'attends que ça passe et puis quand je dirai mieux, voilà, je m'y remettrai à un certain moment. C'est clair qu'à un certain moment, le ménage doit quand même être fait, on doit quand même faire certaines tâches pour que gentiment on prenne aussi le dessus, parce qu'en fait de se mettre gentiment en mouvement aussi, ça va permettre de te sentir mieux aussi. Oui. Donc c'est aussi un travail qui va te faire être mieux dans ta tête et aller de l'avant. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et comment commencer? C'est en commençant gentiment. Ne pas vouloir tout faire en même temps. Alors, la première chose, vraiment, c'est de tout écrire. Parce qu'on a un épuisement mental tel qu'on n'arrive pas à retenir les choses. C'est juste, c'est pas parce qu'on a une mauvaise mémoire ou je ne sais quoi, c'est qu'on est épuisé. Donc, on ne peut pas retenir dans notre tête les choses qu'on aurait envie de retenir. Donc, et en plus, si on ne retient pas, après on s'en veut parce qu'on n'a pas réussi à retenir et qu'on est nul et ci et ça. Donc, vraiment, on tourne en rond. Mon conseil, c'est d'avoir justement des to-do list. Alors, on peut les appeler comme on veut, des to-do list, des checklists, En tout cas, il faut avoir décidé d'un seul endroit où on va écrire les choses qu'on a à faire ou qu'on aimerait faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais au moins, on se débarrasse de on le sort de la tête, quoi. On le sort de la tête parce que, en fait, en gardant dans la tête, en essayant de tout garder dans sa tête, on se crée une charge mentale en plus de tout l'épuisement qu'on a. Et c'est la meilleure chose pour pouvoir parer à cette charge mentale. Ce que j'ai trouvé comme astuce, entre guillemets, c'est de tout écrire. Moi, je préfère faire des listes séparées par catégorie parce que c'est plus facile après de retrouver les informations plutôt que de chercher dans une liste à rallonge qui n'en finit plus. Mais disons que l'important, c'est d'écrire. Alors, si vous êtes plutôt papier, décidez d'un notebook, d'un cahier où vous allez écrire absolument tout et vous le prenez avec. Il faut prendre l'habitude de vraiment toujours l'avoir avec. Dès qu'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, écrivez-le. Mon conseil, c'est aussi d'écrire par exemple la date, juste pour un petit peu se dire, ok, ça fait combien de temps que j'ai écrit ça là? Et parce qu'au bout d'un moment, peut-être que c'est pas tellement important. S'il est là depuis 3 mois, les chances sont que peut-être tu ne vas jamais le faire, donc il faudrait tout simplement l'éliminer. Ça, c'est une première chose. Si on est plutôt version digitale, il y a plein d'applications qui existent, mais simplement comment ça s'appelle, le truc note. Ouais, voilà, pour simplement vider son esprit. Je pense que ça, déjà, si on part de là, on est déjà pas mal. Parce que on va ne plus avoir à réfléchir à tout ça. Ça va nous décharger un peu. Parce que, rappelons que le fait de cogiter, quand je dis cogiter, c'est pas forcément toujours en lien avec une situation, tu sais, ressasser. Cogiter, c'est juste, ah ouais, faut pas que j'oublie de faire ci, faut pas que j'oublie de faire ça, attends, est-ce que j'ai fait ce truc-là, est-ce que j'ai appelé machin chouette. Donc, toute cette réflexion-là, c'est des neurones qui communiquent entre eux. Donc, on continue à épuiser ses réserves. Physiologiquement parlant, tu perds de l'énergie quand tu réfléchis comme ça sans cesse. Donc toi, quand tu dis il faut tout mettre sur un cahier, ça permet d'économiser un petit peu de les batteries. Ensuite, à partir du moment où tu es assez habitué à écrire les choses, je pense que si on parle d'organisation à proprement dit, donc à la maison par exemple, moi je conseille de faire petit peu par petit peu chaque jour au lieu de garder tout pour une seule fois. Je m'explique. Par exemple, pour le ménage, j'ai encore beaucoup de clientes qui me disaient
moi, je fais le samedi et du coup, elles passent toute leur journée à faire des nettoyages, à ranger. Et qu'est-ce que ça fait? Déjà, de un, si tu loupes un samedi, tu as l'impression que ta maison, il y a eu une explosion, tu vois, parce que tu n'as rien pu faire. De deux, c'est hyper épuisant. Déjà qu'on est épuisé, on se retrouve vraiment mais au fond du fond parce que c'est une tâche qui est colossale. En fait, on a l'impression qu'on doit monter les marches, qu'on a 100 marches à monter et que pour avoir fait notre ménage, on doit arriver tout en haut. Là, en fait, moi, ce que je propose, c'est de diviser tout ça et plutôt que de faire tout le samedi, de le faire chaque jour un petit peu. Et il y a 3 choses essentielles, je dirais, pour qu'une maison tourne. Il n'y a pas plus que ça. Après, on va rajouter des petites choses, mais pour que vraiment ça fonctionne, c'est ranger 5 minutes par jour. Prendre le temps de ranger 5 minutes. On se met un minuteur. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi, je suis madame ok. Tout. Le challenge là sur 4 jours à base de minuteurs, j'ai kiffé. C'est ça. Je suis madame minuteur. C'est-à-dire que le minuteur, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va simplement te permettre d'être focalisé et de ne pas tomber dans la spirale de je vais dans une pièce pour faire un truc, après je vois qu'il y a un autre truc à faire, donc je prends ça pour faire un autre truc et faire un autre truc. Et pour finir, au lieu de faire 5 minutes, tu as fait 30 minutes et tu ne sais même pas pourquoi tu es dans cette pièce-là à la base. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter ça. On se focalise sur la tâche à accomplir. On sait qu'on a 5 minutes. Et en règle générale, je dis 5 minutes de rangement dans les pièces où les invités pourraient venir. Pas parce qu'il y a des invités et qu'on veut être trop bien parfaite, c'est pas ça. C'est que ce sont les pièces en général où on est le plus souvent. Voilà. Donc vraiment salon, cuisine et puis les corridors qui mènent à ces endroits-là, ainsi que les toilettes. Des corridors, c'est quoi? C'est des couloirs? Voilà. Ben oui. En Suisse, on dit les corridors, les couloirs. On fait la petite traduction. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'était obligé. Et du coup, comme ça, avec ces 5 minutes, tu auras déjà l'impression d'avoir rangé tout ça. Moi, en règle générale, je prends un panier. Ça se dit panier? Oui, ça se dit. Oui. Je prends un panier ou un sac, enfin bref, quelque chose où je vais mettre tout à l'intérieur. Je fais 5 minutes et après, je prends, si je peux, encore 5 minutes pour juste ranger tout à la place, pour que ça soit en ordre. Ensuite, la deuxième chose, c'est, alors là, c'est un peu controversé, mais je vais le dire quand même, c'est de faire une lessive par jour. Alors, je sais, il y a des gens qui n'ont pas leur machine à laver à la maison, c'est OK. Mais si tu n'as pas de machine de lave-linge à la maison, si tu dois faire un jour, fais-le avec le minuteur. Ça veut dire que quand tu mets une machine, mets ton minuteur sur ton téléphone, parce qu'en règle générale, on a toujours notre téléphone avec nous. Dès que ça sonne, retire la machine, mets à sécher ou suspends et mets la prochaine lessive en marche, le minuteur, etc. pour être efficace et ne pas oublier le linge à l'intérieur. Voilà. Mais si tu peux faire une lessive par jour, c'est hyper, hyper important pour rester en fait à flot. Et quand je dis une lessive, c'est laver et si possible, ranger. Alors, encore une fois, si tu n'as pas de sèche-linge, on est bien d'accord, ça peut prendre sur 2 jours, mais tu as compris le principe. Et ensuite, la dernière chose, la troisième chose du pilier des 3 choses importantes, c'est de faire sa vaisselle chaque jour. Voilà, c'est vraiment de ne pas laisser entasser dans l'évier. Et je sais que j'ai tendance à dire, il faut être sympa avec soi-même, faut pas... Voilà, si tu n'es pas en forme, accorde-toi du temps, etc. Si vraiment, oui, effectivement, tu as ton enfant qui est malade, toi tu es malade ou autre, laisse tomber la vaisselle, on est bien d'accord. Mais en règle générale, même si tu n'es pas motivé, essaie au moins de faire ces 3 choses par jour et tu verras qu'au fur et à mesure, en fait, quand tu feras ton nettoyage éventuellement hebdomadaire 1 fois par semaine, si tu le fais 1 fois par semaine, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à faire. Donc, on peut partir du principe, tous les jours, un minuteur, 10 minutes,
et je range ce que je peux ranger pendant ces 10 minutes-là. Demain, je recommence 10 minutes et je peux ranger. Et pareil pour la lessive. Personnellement, je ne fais pas de lessive tous les jours parce que je n'ai pas le besoin de faire des lessives tous les jours. Mais c'est clair que je n'ai pas beaucoup de vêtements. Un exemple. C'est-à-dire que je refuse d'avoir des armoires blindées parce que je sais que plus tu as de vêtements, plus tu vas en utiliser et plus tu as de lessive. Je ne sais pas si ça fait partie des trucs intéressants, mais moi, c'est ça qui me permet d'avoir peu de lessive. Pourtant, j'ai des couches lavables. Hein. Mais malgré ça, on a peu de vêtements, ce qu'il faut. Ça va, ce qu'il faut. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de lessive. Oui. Alors ça c'est clair, hein. De toute façon, à partir du moment où après tu es plus avancé dans l'organisation, c'est clair que mes conseils c'est de devenir le plus minimaliste possible selon ce que toi tu estimes être minimaliste. C'est-à-dire que plus tu as de vêtements, plus tu devras, on va dire, en prendre soin et aussi quel type de vêtements tu choisis parce que c'est clair que si tu prends des vêtements où tu dois aller les laver chez pressing, on appelle le pressing, eh bien tu auras tendance à pas forcément le faire et à les repousser. Moi j'ai des vêtements que je dois laver à la main, ça me saoule, tu vois. Donc vraiment, il faut essayer de se faciliter la vie. Ce que j'ai réussi déjà à faire, parce que c'est un travail, hein, je ne suis pas encore là, mais petit à petit, en fait, je commence à éliminer ces vêtements déjà qui demandent une attention particulière. Et aussi, maintenant, je ne repasse quasi plus rien. Voilà, je ne repasse quasi plus rien. J'ai quasi plus à trier les vêtements parce que j'ai mis en place aussi un système qui fait que je n'ai pas besoin de trier. Donc tout ça, ce sont des choses qui viennent par la suite. Mais pour commencer, je pense que voilà, c'est important de pouvoir, alors après à adapter. C'est comme je dis toujours, une lessive par jour, c'est pour des familles plus nombreuses ou qui ont pas mal de vêtements parce que je me rends quand même compte que moi je m'estime pas forcément minimaliste au niveau des vêtements, mais toutes les personnes que j'ai coachées jusqu'à maintenant dont j'ai vu l'armoire ont beaucoup plus de vêtements que moi. Donc je pars du principe que en majorité, les gens ont plus de lessive à faire. Et surtout que si tu as été dépassé, tu as beaucoup de lessive en retard. Okay. Donc, c'est pour ça que je pense que de mettre ça en place, c'est une bonne habitude. Et du coup, toi, pour tout ce qui est repas, la gestion du repas, c'est quelque chose qui fait partie de tes attributions? Je fais des planifications de repas. Tout simplement en me disant, voilà, alors je ne planifie pas tous les jours parce qu'en règle générale, je fais un repas qui reste pour le lendemain. Hein, je ne cuisine pas non plus à chaque fois, mais j'essaye d'augmenter les doses pour pouvoir congeler, si possible, et pouvoir manger le lendemain. Nous, ça ne nous dérange pas. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas manger la même chose 2 fois de suite. Moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, c'est ces petites choses. Je pense aussi le fait de un peu savoir qu'est-ce qu'on va manger. C'est important aussi pour après faire ses courses. Ça permet aussi d'économiser parce que si on achète un peu comme ça, sans trop savoir ce qu'on va faire, c'est souvent c'est un gaspillage parce que finalement, on ne va pas utiliser tous les ingrédients, etc. Donc, vraiment, je pense que la planification, effectivement, est importante. Puis le magasin, tu sais, il est fait de façon à ce que si tu n'as pas une liste bien précise et que tu ne vas pas direct à ce que tu as besoin, le magasin, il est conçu de manière à ce que tu consommes le plus possible. C'est tout, chacun a son métier. Il est là pour que tu achètes, mais il va faire en sorte que tu achètes. Donc, si tu n'as pas une liste bien précise, et imaginons tu fais les courses alors que tu as déjà faim, je te raconte pas. Tu rafles tout, tu sors de là avec un caddie blindé, tu arrives à la maison, tu sais plus ce que tu dois manger, tu as plein de choses à arranger et tu as dépensé une sacrée somme et ça va rester dans le frigo et certaines choses sont périssables. Donc, si tu les oublies au fin fond de ton frigo, c'est tout, ça ira à la poubelle. C'est ça. J'espère qu'avoir des courses, ça aide beaucoup. Enfin, une liste de courses, pardon. D'ailleurs, je sais que ça coûte plus cher. Je sais, mais moi, j'ai décidé de me faire ce luxe-là, c'est de pouvoir faire mes courses depuis la maison. Oui. Parce qu'il y a beaucoup moins de tentations. Mon temps est hyper précieux. Parce que ça, les gens l'oublient. Le fait de devoir te déplacer, d'aller
faire tes courses au magasin, les magasins. d'être là-bas, de revenir, de porter tes courses, de les ranger, etc. Bon, les ranger, de toute façon, tu devras les ranger. C'est quand même mieux quand ça arrive devant la porte, on va pas se mentir. Alors, de toute façon, mais n'empêche que si tu regardes vraiment, alors ok, tu dépenses pour qu'ils viennent te les amener. Mais si tu calcules le temps que tu vas gagner, que toi, physiquement, tu ne seras pas en train d'aller faire tes courses. Et encore une fois, c'est une question de priorité. Est-ce que je paye quelqu'un pour qu'il me ramène les courses, ça me coûte plus cher, mais du coup, ça me permet, moi, de faire une micro-sieste? Ou est-ce que j'économise la livraison et compagnie, mais il n'empêche que y aller, bouchon, rester debout devant la caisse un certain moment, revenir, monter, tout, ranger, ça épuise de l'énergie. Or, moi, je suis déjà fatiguée. Donc, des fois, en fait, c'est pas des fois. Dans la vie, on peut pas tout avoir. Je pense pas que ce soit une pensée limitante. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc, il y a des moments où il faut choisir. Qu'est-ce que je veux mettre en priorité? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me reposer et vas-y, je vais donner je sais pas combien pour qu'il me ramène mes courses? Ou est-ce que non, là, ça va, je me sens en forme et du coup, je vais aller faire mes courses. Je vais perdre du temps, je vais perdre de l'énergie et je vais pouvoir économiser quelque chose. Nous, franchement, c'est pas le drive que j'utilise, mais tu vois, vente privée, je sais pas si ça se fait ça en Suisse. Je sais pas. C'est quoi? Vente privée. C'est un site qui fait plein de marques, alors vêtements, meubles, alimentation, tout ce que tu veux, et c'est toujours du discount. D'accord. Mais c'est du gros. C'est-à-dire, imaginons, j'achète, je sais pas moi, des pâtes, je veux des pâtes, il y a de tout, hein. Tu peux avoir des pâtes ou blé complet, bio, mais tu vas pas acheter 1 kilo, tu vas en acheter 10. Ah, ok. Quand tu achètes en gros, ça revient moins cher, on est d'accord, c'est mathématique, et puis c'est un mec qui me le ramène en colis jusqu'à chez moi. Et après, il faut avoir un lieu de stockage et je sais que j'ai des pâtes pour un certain temps. Ouais, alors ça, c'est je trouve, hyper bien si tu as de la place et que tu ne dois pas créer de la place pour ça. C'est-à-dire que, parce que ça aussi, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que déjà, il faut pas que ça soit, il faut que ce soit des aliments que tu peux garder pendant un certain temps. Ouais. Hein, voilà, ça c'est sûr, mais que tu aies de la place parce que ce qui se passe aussi, c'est que en faisant comme ça, là on parle des aliments, mais c'est en règle générale pour tout. Si on achète des habits, n'importe quoi, on a besoin de plus de place. Et des fois, les gens doivent déménager parce qu'ils n'ont pas assez de place pour garder le stock. Et en fait, ce stock-là, oui, effectivement, tu l'as payé peut-être moins cher à ce moment-là, mais la place qu'il prend, si tu dois créer de la place tu vois, ou déménager, c'est quoi le prix que ça coûte, en fait, d'avoir ça, là, que tu n'utilises pas. Tu vois, si tu as la place que tu peux te permettre dans ton budget à ce moment-là, moi, je dis, voilà, c'est bien de le faire parce qu'effectivement, quand on calcule à la fin, c'est quand même des économies, hein, c'est sûr. Et surtout, je suis tranquille, en fait, pendant un moment. Je sais que je n'aurai pas besoin de sardines, de pâtes, de riz, tu vois, ces gros trucs, je vais pas aller, j'y pense même pas. Je sais que j'en ai, pour un moment. Ouais, mais voilà, c'est vrai que ça. je ne vais pas déménager pour faire ce genre de courses. Voilà, là-dessus, voilà. Je suis d'accord. Alors, faire ces courses d'une manière réfléchie depuis la maison où tu as ton budget sous les yeux, où tu te dis, voilà, je ne peux pas dépasser tant. Et aussi, une chose qu'on sous-estime, c'est le temps que tu passes sur place quand tu vas faire tes courses toi-même et que tu cherches un aliment et qu'il n'y a pas cet aliment. Eh bien, voilà. Tandis que si c'est chez toi... Et oui, voilà. Après, je ne dis pas aller à son épicerie locale, choisir ses propres fruits et légumes. En général, je n'achète pas les fruits et légumes à travers ce drive, donc je fais quand même une fois par semaine où je vais au marché et j'achète des légumes, des fruits. Des fois, je vais au supermarché pour acheter ça parce que j'ai pas le temps d'aller au marché. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut d'être parfaite et puis de tout faire comme il faut. C'est pas ça, mais en tout cas. Je pense que quand on peut se faciliter la vie, et il faut aussi se poser surtout cette question, c'est combien vaut mon temps? Et ça, c'est ce que les gens oublient le plus souvent. C'est de savoir combien est-ce que je me paierais en fait pour si je devais me déplacer. Donc, et après, des fois, on peut envoyer quelqu'un. Tu n'es pas obligé de toujours aller, toi, faire les courses. Tu peux très bien
coller ce rôle-là et le donner à quelqu'un d'autre. Je veux dire, aller faire des courses, faut pas non plus faire l'ENA, quoi. Tout le monde peut faire les courses. Tu as une liste, à la rigueur, tu peux lui ajouter des marques bien précises et c'est vraiment super important. Mais voilà, tout le monde peut faire des courses. Voilà, essaie de trouver des solutions et puis de penser à des façons un peu originales aussi de le faire, pas seulement de te dire « Ah là là, non mais mon mari il peut pas le faire, alors du coup je suis obligée de le faire moi. Mm-hmm. » Vraiment? Est-ce que tu es vraiment obligée? Essaye de T'es sûr qu'il peut pas le faire? T'es sûr? Parce que moi je suis pas sûre. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas le faire. Non, c'est on se freine, je pense. Qu'on se freine, déjà, là on parle clairement des blocages qui t'empêchent d'être bien organisé. Peut-être que pour être bien organisé, il faut aussi que chacun fasse sa part, que chacun soit responsable de sa partie. Oui. Quand tu es dans un foyer, tu peux pas être celui qui porte tout, qui fait tout. Humainement, c'est pas possible si en tout cas tu veux être en bonne santé. Et donc là, on parle une fois des personnes qui sont fatiguées, qui sont stressées, qui sont mal dans leur peau. Peut-être que pour avoir une organisation plus fluide, il faut aussi que chacun fasse sa part. Et là, d'ailleurs, on parle plus... Je sais pas si on parle de l'aide. Moi, je dirais que l'aide, c'est quand tu ramènes une aide ménagère, quand y a quelqu'un qui repasse ton vêtement. En fait, tu payes, tu vois. Quand tu payes, que quelqu'un vienne garder les enfants, que quelqu'un vienne te ramener tes courses, t'as payé pour... Ça, j'appellerais de l'aide. On t'a payé pour. Par contre, que les membres de ton foyer soient responsables de leur partie, là, c'est plus de l'aide. C'est chacun fait sa part du marché, en fait. C'est exactement ça. Et c'est très important ce que tu dis là, parce que même dans notre langage, comme tu l'as très bien dit, on le dit comme si, en fait, tout nous incombait à nous et que voilà, on est complètement dépassé, donc là, on doit demander de l'aide. On travaille en équipe, c'est une équipe. Et ce qui est important, c'est justement de se dire, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous ensemble. Et c'est pas de dire, ah, toi, t'as pas fait ça, donc moi, je peux pas. Non, c'est de décider ensemble qui fera quoi. Et de se répartir un peu les rôles de cette manière-là. Comme ça, vite fait, dit comme ça a l'air assez facile, ça ne l'est pas forcément. Mais si on prend le temps d'écrire tout ce qu'il y a à faire et de répartir et que tout est clair, il faut communiquer. La personne n'est pas censée être dans ta tête, elle n'est pas censée savoir ce qu'il y a à faire. Donc, communiquons. Donc, si je devais récapituler, pour une personne qui est donc épuisée, qui est fatiguée, qui est dépassée par les événements. Chez elle, voilà, on imagine un peu plein de lessive, des affaires tout partout, plein de choses. Elle s'est dit, il faut que je change ci, faut que je change ci, faut que je change ça. Je me suis fait une phrase... on dirait les phrases jeux, là. L'archiduchesse. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, elle est dépassée. En plus, ça se trouve, elle travaille. Donc, quand elle rentre, elle est naze. Elle n'est pas bien dans sa tête. Mais il faut que la maison roule. Il faut qu'elle tourne. C'est obligé. Enfin, tu ne peux pas faire sans. C'est obligé. Il faut que ça tourne. Imaginons, puis il y a des enfants, il y a des devoirs et tout ça. Donc, petit 1, c'est d'écrire. C'est ça, tu écris tout, tu listes absolument tout. Tous les jours, tu écris ce qui te passe par la tête. Ah oui, je me suis rappelé ce truc. Hop, je prends tout de suite mon téléphone ou mon carnet et je le note. Tu as dit, why not mettre la date et pourquoi pas par la suite par des catégories. On va dire ça, c'est le high level. Ouais. Au début, déjà, tout noter, c'est déjà très bien. Voilà. Et ensuite, du coup, distribuer les tâches. Et un truc important. Lorsque tu as passé 10 ans à tout faire chez toi, il ne faut pas s'attendre que les gens prennent leurs responsabilités du jour au lendemain. C'est ça. Il faut y aller crescendo. Donc, à partir du moment où il y a délégation, tu ne mets pas ton nez dedans. Oui. La personne fait comme elle a envie de faire, à sa manière. Exact. Et tu laisses tomber les réflexions. Deuxième règle, c'est de chronométrer le rangement. Donc, tu avais dit, genre tous les jours, je me donne 10 minutes. Je range ce que je peux ranger pendant ces 10 minutes. Voilà. Et la troisième règle, c'était de faire une machine par jour pour toutes ces personnes qui sont vraiment fatiguées, tu sais, et qui ont un quotidien pénible au final. Vraiment, elles ont un quotidien pénible. Elles appréhendent la journée dès le matin. Elles ont du mal à dormir parce qu'elles cogitent plus avant l'endormissement. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors, les mieux.
Ouais, je pense vraiment, à part le fait des quelques étapes que j'ai données, comme ça, qui sont plus des étapes, on va dire, concrètes pour faire avancer dans son quotidien, c'est d'être indulgente avec soi-même parce que, encore une fois, comme on l'a dit, on a besoin de temps pour se retaper, pour réussir à comprendre des choses. Il faut demander de l'aide à des professionnels, à des personnes qui peuvent vraiment... parce qu'encore une fois, c'est peut-être un investissement en argent, mais il faut vraiment le prendre comme un investissement sur soi pour avancer. Parce que moi, dans mon cas, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu avancer de cette manière-là non plus. Et vraiment d'y aller petit peu par petit peu. Ça ne sert à rien, même si tu es motivé un jour à tout vouloir faire, c'est pas comme ça que ça se fait en fait. C'est pas comme ça que tu vas réussir à faire que le cercle tourne un peu plus grand. Parce que là, en ce moment, tu as l'impression de tourner vraiment sur toi-même presque. Et en rajoutant une habitude, une bonne habitude et une autre bonne habitude, eh bien ton cercle va s'agrandir et tu vas commencer à laisser de la place pour du temps pour toi, pour faire des choses qui te plaisent. On est là pour prendre soin de soi et ça prend le temps que ça doit prendre. Vaut mieux le faire doucement mais sûrement que de brûler les étapes, d'aller trop vite et au final de faire un travail de fond inefficace. C'est un peu la maison qui n'a pas des bonnes fondations, tu sais. Elle va tomber, comme je dis, pour la moindre secousse, elle va s'effondrer. Donc, prendre le temps de bien faire les choses et comme tu as dit, demander être accompagné parce que tout seul, tu vois, chacun son métier en réalité. Il y a des choses, rien que par le manque d'objectivité, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et puis, il y a d'autres choses, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la compétence. Donc, autant faire appel à quelqu'un qui, lui, maîtrise le sujet. En tout cas, merci plus, Anna Alice. Voilà, tu as réussi beaucoup. À la fin du podcast. Merci pour tous tes conseils. Je ne sais pas si tu veux terminer sur le dernier mot de la fin, carte blanche. Alors écoute, moi je voulais juste dire que si jamais j'ai une checklist que vous pouvez télécharger justement avec les tâches pas hebdomadaires du tout, journalières, que je conseille de faire petit à petit justement si vous voulez mettre en place de bonnes habitudes que vous pouvez télécharger, c'est sur www.nanaorganisme.com et puis /guide, donc vous pourrez télécharger ça gratuit, ça fait partie en fait, c'est une des checklists qui fait partie de la formation Organise ta maison, qui te permet justement de pouvoir petit à petit mettre ces habitudes pour te sentir mieux. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as ces petites habitudes-là, tu vas voir que en fait, tu vas te sentir déjà mieux très rapidement parce que voilà, ça te fait du bien de voir qu'il y a un petit changement. Et donc, moi, je reste persuadée que le lien, il est direct et impactant. Si tu arrives à avoir un environnement simple, qui va à l'essentiel, qui est épuré et qui est fonctionnel, pratique, ça va te faciliter la vie. Et du coup, toi, dans ta tête, ça va être beaucoup plus clair. Et tu vas être mieux dans ta peau. Je trouvais pas ma fin. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour tout ton partage. Et merci puis, je te dis à très vite. Oui, à bientôt. À bientôt. Ciao. Voilà, on a parlé de maternité, c'était pas prévu. Et puis on a parlé d'organisation. Donc tu vois qu'il est possible de reprendre le dessus petit à petit. Mais il est clair que c'est beaucoup plus facile lorsque tu es accompagné, étant donné que les conseils vont être beaucoup plus adaptés, plus personnalisés. À un moment donné, c'est tout. Il y a pas de... faut arrêter de se trouver des excuses et d'attendre le meilleur moment. Si tu te sens mal et que t'en peux plus de ton quotidien, clairement, il faut faire appel à quelqu'un. C'est la seule solution, on va pas se mentir. Sauf si tu veux y mettre beaucoup plus de temps et risquer d'aggraver ton cas au lieu de l'améliorer. Je vois des personnes qui veulent prendre soin d'elles toutes seules et en réalité, tout ce qu'elles font, c'est de mettre le problème sous le tapis et puis il finira par ressurgir plus tard. Donc sincèrement,
Se donner le temps, se donner les moyens, mettre l'argent nécessaire pour prendre soin de soi est la seule solution pour partir sur de bonnes bases et puis pour pouvoir se projeter dans un avenir positif avec une vie professionnelle épanouissante dans laquelle tu vas être blindé pour y faire face parce que des imprévus, il y en aura toujours et tu vois, le quotidien, il est possible de l'améliorer à condition de déléguer, de dire non et pour ça, ça veut dire que tu dois accepter tes limites et justement accepter ces limites fait partie de ce travail de fond. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Tu peux soutenir le Café des Burnies en partageant le podcast. Tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Tu peux me laisser un avis un peu partout, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou même sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, je me ferai un plaisir de lire ton avis dans un prochain épisode. Sinon, on se capte sur Insta pour continuer à papoter et d'ici là, booste ton feeling good.